Bienvenue à tous dans Neutrality Studies pour une nouvelle mise à jour avec notre ami et collègue Stanislav Krapivnik. Stas, ravi de te retrouver, merci, toujours un plaisir. C'est un vrai plaisir de t'avoir à nouveau avec nous. On voudrait parler un peu de la position de la Russie aujourd'hui et aussi de la façon dont le protocole d'accord, le plus récent entre l'Iran et les États-Unis, influence peut-être la logique ou la réflexion de Moscou. Alors Stas, quelles sont les dernières nouvelles de ton côté? J'étais aussi en Russie, j'étais à Moscou, et en fait mon vol de retour vers la Suisse a été retardé à cause d'attaques de drones sur Moscou. Ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes et il y en a encore eu une importante la nuit dernière. Quelle est l'ambiance en ce moment? En colère. Encore une fois, cette mentalité, ou disons cette mentalité européenne, ce récit selon lequel Poutine se serait simplement réveillé un matin en décidant d'envahir l'Ukraine juste pour, pardonnez-moi l'expression, s'amuser un peu. C'est une vieille expression américaine. Et puis, vous savez, il suffirait de rendre la chose assez douloureuse pour que la Russie recule, parce que soi-disant ça n'en vaudrait pas la peine. Eh bien, encore une fois, ça évite complètement le point essentiel. Pour la Russie, c'est une crise existentielle. Des missiles nucléaires de l'OTAN à ses frontières. Comme Blinken l'a dit très clairement à Lavrov avant que tout cela ne commence, on mettra les missiles qu'on veut à ta frontière, les missiles nucléaires qu'on veut, et tu ne pourras rien y faire. Eh bien si, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Tout ça, bien sûr, est ignoré par les Européens et dans une moindre mesure par les Américains. À un moment donné, Marco Rubio a reconnu que c'était une guerre par procuration. Les Européens, eux, refusent même d'admettre ça. Mais l'Europe, depuis longtemps déjà, est engagée dans une guerre par procuration. L'Europe est un participant militaire actif. Et la pression sur Moscou, c'est de frapper l'Europe, vite et fort. Comme je l'ai déjà dit, avec l'Europe qui passe à la production de masse de ces drones. Enfin, ces drones ne sont pas fabriqués par l'Ukraine. Il faut en finir avec ce mythe. Ils sont peut-être assemblés en Ukraine, comme l'a montré la destruction de l'entrepôt, celui des bobines de film. Un incident provoqué par la propre bêtise de l'Ukraine, quand elle affirmait que la Russie venait de frapper un entrepôt rempli de vieux films. Et pendant qu'ils filment, pendant que leur caméra tourne, on voit tout un tas d'ailes de drones sous les décombres. Ensuite, ils essayent d'effacer ça des vidéos. Mais bon, Internet n'oublie jamais. Donc, la leçon, c'est de vérifier 3 fois avant de mettre quoi que ce soit en ligne. Mais les Ukrainiens font ce genre d'erreur tout le temps. La plupart de ces drones sont assemblés en Ukraine, ils sont produits en Europe, à plein régime. Donc ce qu'on voit, c'est que, comme je l'ai déjà dit, les Européens sont passés en mode surmultiplié pour essayer de briser la Russie à travers l'Ukraine. En partant du principe, j'imagine, qu'ils pensent qu'il s'agit simplement d'une guerre d'expansion décidée par Poutine, en ignorant tout le reste du récit. S'ils ne se contentent pas d'ignorer le récit, mais qu'en plus ils refusent d'assumer leur propre rôle dans tout ça, alors là, ils sont doublement stupides. Les Russes, comme je l'ai déjà dit, la Russie à ce stade a un choix à faire. Soit une guerre conventionnelle avec l'Europe, soit une guerre nucléaire avec tout l'hémisphère nord. Je ne suis pas vraiment sûr de savoir laquelle de ces deux voies on va emprunter. Parce que, comme je l'ai dit, la production de drones augmente et les vagues deviennent de plus en plus importantes. Et on peut toujours, tôt ou tard, créer une vague assez grande pour submerger n'importe quel système antiaérien. C'est exactement ce qui s'est passé. La majorité des drones ont été détruits, mais quand les missiles des unités Pantsir ont été épuisés et qu'il a fallu les recharger, c'est là que la vague suivante est passée. Pardon, allez-y. Est-ce qu'il y a des discussions sur la guerre en Ukraine, sur l'opération militaire là-bas, selon lesquelles
Une fois que Luhansk, Donetsk et tout le Donbass seraient consolidés, la Russie pourrait envisager de créer une sorte de périmètre de sécurité ou quelque chose de ce genre. Parce que si on pense que ces drones changent vraiment la donne, non? Gagner la guerre sur le champ de bataille ne suffira plus pour les arrêter. Eh bien, gagner la guerre sur le champ de bataille, c'est ce que le gouvernement a décidé maintenant. Les négociations ne servent à rien. Ils continueront à écouter les Européens de temps en temps, quand ceux-ci appelleront avec leurs remarques absurdes. Mais la guerre, la question n'est pas de savoir si la victoire militaire n'est plus l'objectif, parce qu'en réalité, ce n'était pas l'objectif au départ. Je pense que maintenant, ça l'est devenu. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Consolider Donetsk, Lugansk a déjà été libéré. Consolider Donetsk et Zaporozhye, ce n'est évidemment pas suffisant. Je crois qu'on commence enfin à comprendre que quoi qu'il reste de l'Ukraine, ce sera simplement utilisé comme une base terroriste. Ce qu'on ne dit pas, quand vous étiez récemment en Russie, peut-être que vous l'avez vu aux infos, c'est le basculement total vers le terrorisme, un terrorisme pur et simple, mené par l'Occident et son proxy en Ukraine. Et je dis bien l'Occident, parce que l'Occident est pleinement coupable. Il nage littéralement dans le sang russe. C'est l'Occident qui fabrique ces drones. C'est l'Occident qui rend ce terrorisme possible. Et si on prend juste quelques exemples, en dehors de la frappe sur Moscou, à part 2 frappes sur la raffinerie de pétrole de Moscou, qui, si on regarde bien, n'étaient pas des frappes sur la raffinerie elle-même, mais sur les installations de stockage. Il y a une photo où on voit un des couvercles s'envoler. Ces pièces-là sont assez faciles à remplacer. Les raffineries, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sont très difficiles à détruire. On peut les endommager facilement, mais on peut tout aussi facilement les réparer. Le problème, c'est que vous savez, des tuyaux soufflés sans incendie, ça ne fait pas une belle image pour les médias occidentaux. C'est pour ça qu'ils frappent les dépôts de stockage. Là, ça fait un énorme boom, une grande explosion, et ça donne une image spectaculaire que l'Occident diffuse partout. Tout ça pour éviter de parler de la chute de Konstantinovka depuis Druzhinka, cette ville du sud de la région Druzhinka-Kramatorsk, où l'agglomération de Slaviansk est maintenant encerclée des 2 côtés. La Russie progresse vers le nord depuis la DNR. Ils se sont détachés, ont commencé à remonter vers le nord. Ils arrivent maintenant derrière ce regroupement. Et il y a des forces russes à environ 6 km seulement de Kramatorsk et de Slaviansk. Krasny Liman est pratiquement entièrement sous contrôle russe, ce qui ouvre la voie à des frappes directes sur Slaviansk depuis le nord. On entend aussi dire qu'Orekov est encerclé de 3 côtés, ou que, même si les forces russes ne sont pas encore tout à fait dans Orekov, elles sont à environ 5 km. Du point de vue des drones comme de l'artillerie, Orekov est déjà dans un encerclement tactique complet. Encerclé et coupé par les drones et l'artillerie sur la route N08. Donc c'est le dernier point à Zaporozhye, au centre de la région de Zaporozhye, la dernière grande forteresse, cette ville fortifiée. Après ça, il n'y a plus que des villages jusqu'à la ville de Zaporozhye elle-même. Et puis, les forces russes seraient maintenant à environ 5 km de Soumy. Ils ne cessent de dire qu'ils sont passés à une forme de terrorisme total. Je suppose qu'il y a quelques exemples de ce terrorisme. D'abord, ces frappes. La majorité des drones qui ont réussi à passer, ils ne visaient pas des raffineries de pétrole, mais des immeubles d'habitation. Je ne sais pas si je t'ai envoyé une des vidéos, tu les as peut-être vues. Je veux dire, ces drones, ils ne tombent pas sur des immeubles par accident. Ils ne frôlent pas les immeubles par erreur. Non, ils sont visés directement au centre des immeubles d'habitation, de grands immeubles, parfois des maisons individuelles. Désolé,
Mais un petit récapitulatif de quelques attentats terroristes survenus ces 2 dernières semaines. Tout le monde connaît Starobisk, enfin sauf en Occident, où personne n'en a entendu parler. C'est le dortoir. 21 enfants tués, 19 filles, 3 garçons, plus de 40 blessés, 16 drones. Et quand l'Occident a finalement essayé de reconnaître que bon, oui, il s'était passé quelque chose, on a dit que la roquette avait dévié de sa trajectoire ou que quelque chose n'avait pas bien fonctionné. Non, c'était 16 drones. En plus, des drones de reconnaissance surveillent la zone pendant des heures avant la frappe. Donc non, c'est pas un accident, ni un tir qui serait parti tout seul, ni même l'excuse classique qu'on entendait au procès de Nuremberg. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Cette excuse-là, elle a valu la pendaison à pas mal de nazis. Malheureusement, la plupart ont été recyclés par les États-Unis et la Grande-Bretagne, remis au pouvoir en Allemagne de l'Ouest. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. À l'époque, l'excuse, c'était « je suivais les ordres ». Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui m'a dit de le faire. Oui, c'est ça. C'est une très mauvaise blague. En fait, c'est pas une blague. C'est pareil avec l'Iran et avec tout ce qui se passe là-bas. Je veux dire, les alliances occidentales continuent de tuer des civils à grande échelle et elles trouvent toujours quelqu'un ou quelque chose à accuser. L'ennemi, l'intelligence artificielle ou encore une roquette tombée par erreur. Tout, sauf reconnaître qu'elle vise délibérément des civils dans le cadre d'une campagne d'usure terroriste. Et quand enfin, dans les rares cas où ils doivent répondre de leurs crimes, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas moi, j'obéissais aux ordres. Ou bien c'est l'IA qui m'a dit de le faire. Ou encore, pardonnez-moi l'expression, j'avais un poil de travers et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tout, sauf assumer la responsabilité de leurs actes meurtriers. C'est ça qu'on voit dans la civilisation occidentale moderne. Tout, sauf la responsabilité. Ils tuent, ils pillent, ils violent, et pourtant, ce n'est jamais de leur faute. C'est toujours quelqu'un d'autre. C'est le stress post-traumatique, c'est la météo, c'est les mouches, c'est l'intelligence artificielle, tout sauf eux. En réalité, c'est dans notre nature. Et c'est bien pour ça qu'on tue et qu'on pille. Il y a eu un autre épisode, juste la semaine dernière, et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est marquant. Des drones ukrainiens ont fait exploser ce grand mémorial de guerre à Sébastopol. Oui, c'était une œuvre d'art, un morceau de culture, un souvenir de la Seconde Guerre mondiale ou, comme on dit là-bas, de la Grande Guerre patriotique. Non, ça vient de la guerre de Crimée. Désolé, la guerre de Crimée, oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les nazis l'ont aussi bombardé en 1941. Oui, désolé, c'était les anciens nazis. Mais vous savez, c'est difficile. Je crois qu'une des choses que j'ai comprises après une semaine en Russie, c'est à quel point les Russes accordent de la valeur à la culture et à cette mémoire du passé. Donc faire exploser ce truc-là n'a absolument aucune valeur militaire. Tout ce que ça fait, c'est mettre la Russie en colère, non? Et les Russes aussi. C'est bien ça, non? Et puis, il y a eu d'autres incidents après ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a des caméras de surveillance partout, que ce soit des caméras privées sur les maisons, des caméras de circulation, et ainsi de suite. Donc on voit toutes ces vidéos. Il faut vraiment aller très loin d'une ville ou d'un village pour ne plus être filmé. Tout est enregistré. On a eu des attaques contre des bus, ils en ont détruit 2. Le premier, c'était il y a une semaine. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais le deuxième, 8 personnes ont brûlé vives, 11 ont été blessées sur 46 passagers.
C'était un bus de nuit qui traversait une ville. Et on voit le drone, un drone FPV, un de ces gros modèles avec un gros bloc de batterie. Ils peuvent aller très loin, jusqu'à foncer directement dans un bus, sur le côté du bus, pendant qu'il roule dans la rue. Ensuite, il y a eu des attaques contre des enfants. Dans une vidéo, on voit 4 adolescents dans une voiture qui freine brusquement devant une maison. Ils sortent tous en courant et le drone les suit à l'intérieur. Heureusement, ils ont réussi à fermer la porte juste avant que le drone ne la percute, donc personne n'a été blessé. Puis il y a eu une autre attaque, cette fois contre un garçon de 12 ans et un autre de 13 ans, tué à vélo. Parce que vous savez, c'est l'Ukraine, c'est l'Occident, c'est Murder Incorporated. Que ça plaise ou non, ce sont les valeurs occidentales. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs que l'Occident projette partout dans le monde. Meurtre, chaos, destruction d'enfants, que ce soit par différentes procédures ou par des meurtres directs, peu importe. L'Occident, c'est la morale de la classe Epstein, mais à grande échelle. Il y a 2 jours, un bus biélorusse a été touché. À bord, il y avait une équipe de foot d'enfants. Ils venaient juste d'allumer les dessins animés. Pour comprendre l'âge de ces gamins, ils venaient à peine de mettre les dessins animés pendant le trajet. La femme de l'entraîneur a été tuée, 2 adultes ont été grièvement blessés et 4 enfants aussi. Loukachenko, je ne sais pas quelle a été sa réaction. Pour l'instant, il s'est contenté d'une note acerbe adressée à l'Ukraine. Donc j'imagine que Loukachenko, malgré ses grands discours, ne fera rien. Et ce bus-là avait été visé de manière très précise. Il venait juste de passer de la Biélorussie à la Russie, dans la région de Briansk. Il se dirigeait vers le sud, en direction de la mer Noire. Il y a eu des attaques, par exemple à Belgorod. On voit une vidéo d'un drone FPV qui frappe un camion arrêté à un feu rouge, tuant le conducteur, enfonçant directement dans son pare-brise. Et ça continue, encore et encore. Ces vidéos circulent partout. L'Ukraine est passée, disons-le clairement, d'une organisation partiellement terroriste à une organisation totalement terroriste. Sous le contrôle, ne mâchons pas nos mots, des 3 principales organisations terroristes de la planète, la CIA, le MI6 et le Mossad. En gros, elles fonctionnent toutes comme une seule et même organisation. Ce sont eux qui ont créé le SBU moderne. Ce sont eux qui... Le plan initial aux États-Unis, c'était de provoquer suffisamment la Russie pour qu'elle s'empare de l'Ukraine, de toute l'Ukraine, rapidement et brutalement. Ensuite, l'idée était de lancer une guerre de partisans, une guérilla qui saignerait la Russie pendant des années. Mais ça, ils ne l'ont pas vraiment obtenu. Ce qu'ils ont eu, c'est une guerre d'usure. Et en gros, tous ceux qui auraient pu se porter volontaires pour une guerre de partisans sont maintenant morts. Et ceux qui sont encore en vie, une fois que ce conflit sera vraiment terminé, s'ils sont toujours là, ils seront simplement heureux d'être encore en vie, sans même parler de recommencer quoi que ce soit. Alors maintenant, ils se sont tournés vers le terrorisme. Qu'est-ce que ça provoque au fond? Ce type de guerre, c'est évidemment la guerre de celui qui est en position de faiblesse, non? Mais ça inflige un coût énorme à la Russie, à la société russe, à la population civile. Et ça augmente la pression sur le gouvernement pour qu'il réagisse, pour qu'il aille encore plus loin. À mon avis, ce qu'ils essaient de faire, c'est de pousser la Russie vers une nouvelle grande guerre, une escalade, en attaquant un territoire de l'OTAN, par exemple. Parce que soyons réalistes, la seule chose qui pourrait encore, en théorie, changer la donne, ce serait une guerre totale entre l'Europe, l'OTAN et la Russie, non? Et c'est ce que Zelensky et l'Ukraine voulaient depuis le début. Il y a 2 ans, quand un missile ukrainien a tué 2 agriculteurs polonais, la première chose qu'il a dite, c'est que c'était un cas relevant de l'article 5 et que tout le monde devait entrer en guerre à leur côté.
Les Européens l'ont très vite fait taire, et l'OTAN aussi, pendant longtemps. Parce que la seule chose sur laquelle la Russie et les Européens semblaient d'accord, c'était que la guerre en Ukraine devait rester en Ukraine, sans déborder ailleurs. Mais l'Europe, petit à petit, a commencé à grignoter cette ligne en disant « Ah non, 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 on étend ça à la Russie, mais pas à l'Europe. » Et ça, évidemment, c'est jouer avec le feu. Dès que la Russie décidera que non, si nous saignons et qu'on nous fait exploser, alors nous aussi on fera exploser les autres. Eh bien là, on aura une guerre européenne totale. Et franchement, on n'en est plus très loin, n'est-ce pas? Non, pas encore. On est au bord du gouffre. Et franchement, depuis le tout début, je disais que quand la Slovaquie, sous le précédent gouvernement, a livré des armes, les premières armes lourdes à l'Ukraine, j'ai dit dès le départ, il faut frapper la Slovaquie, il faut la frapper très très fort. Et tout ça aurait pu être évité. Pourquoi la Slovaquie? Parce que c'est un petit pays, et l'OTAN aurait réagi en disant « Ah non, non, c'est pas nous. On n'a jamais voulu ça. Ce sont ces idiots de Slovaques. On leur avait dit de ne pas le faire, mais ils l'ont fait quand même. » D'accord, d'accord. Mais la Russie ne l'a pas fait. Et tout le monde s'est dit « Bon, ils n'ont pas frappé la Slovaquie. » Et là, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Et voilà, on est monté sur l'échelle de l'escalade. En fait, ce n'est même pas une échelle, c'est un escalator de l'escalade lancé à pleine vitesse. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant à propos de l'Ukraine que vous avez mentionné. L'Ukraine a tué 2 Polonais. L'Ukraine a en réalité attaqué l'OTAN à plusieurs reprises. C'est un concept intéressant. Combien de civils et combien d'infrastructures ont été détruits par l'Ukraine? À l'intérieur même de l'OTAN, dans l'Union européenne, juste pour montrer à quel point ces organisations sont pathétiques. Elles sont prêtes à sacrifier leur population en masse. L'Ukraine a frappé des raffineries de pétrole en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie. Les unités de sabotage ukrainiennes ont aussi visé d'autres infrastructures. Ils ont tué, ils ont frappé plusieurs navires dans les eaux territoriales de la Turquie, en sortant du détroit du Bosphore. Ils ont touché un pétrolier battant pavillon turc. Ils ont coulé un patrouilleur turc, un bâtiment militaire. Et les Turcs, Erdogan, oui, ils s'en souviennent, celui-là. C'était il y a environ 1 mois. Heureusement pour eux, Erdogan s'est enlevé la colonne vertébrale, il a séparé les vertèbres et en a mis une sur chaque chaise où il peut s'asseoir, parce que son derrière n'est pas assez large pour couvrir toutes ces chaises. Erdogan est un profiteur sans colonne vertébrale. Tout ce qu'il a dit sur le fait d'arrêter les Israéliens alors qu'il envoie 57 pétroliers vers Israël, en les redirigeant. Vous voyez, Erdogan, c'est juste une bonne marionnette, rien de plus. C'est un grand sultan en Turquie. Donc même si les Ukrainiens mènent des attaques directes contre Erdogan, contre les Turcs, contre un pays de l'OTAN, tout va bien. Et puis ils avaient déjà frappé un pétrolier grec avant ça, un navire qui venait se ravitailler en pétrole auprès du consortium de la mer Caspienne, l'autorité pétrolière caspienne, le consortium pétrolier caspien, qui, soit dit en passant, appartient majoritairement à Chevron. Ils ont endommagé cet équipement. Mais les Grecs, eux, en sont au même point. Le gouvernement grec est un gouvernement d'occupation qui se moque complètement de ce que veut le peuple. Voilà, c'est ça, la démocratie occidentale. Mais la tentative la plus frappante de meurtre de masse de la part de l'Ukraine, et là, on peut vraiment parler de meurtre de masse, c'était en Roumanie. Vous vous souvenez de ces 4 drones qui se sont échappés d'Ukraine? Vous savez, ces drones aériens qui s'approchent de zones comme Saint-Pétersbourg en essayant d'entrer depuis la Finlande, la Lettonie ou la Lituanie. Et je dis bien depuis, pas à travers, clairement depuis la Lettonie. Ce que fait la guerre électronique russe, c'est qu'elle casse leur chiffrement, injecte de nouvelles coordonnées et les fait littéralement tourner en rond.
Mais tout ça, c'est juste à la frontière, non? Donc ils ne volent pas très loin. Eh bien, les Ukrainiens disent que ces drones étaient censés aller en Crimée, mais qu'ils ont fini par erreur à Constanța, en Roumanie, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il y a un homme, Mikhail Lutska, chef du parti PPR en Roumanie, ancien député. Et ce n'est pas le seul, mais c'est sans doute le plus bruyant, celui qui a carrément déclaré « On vient d'éviter un massacre causé par l'Ukraine ». Les drones visaient 2 installations dans le port de Constanța, le dépôt de pétrole et celui d'engrais, le stockage de nitrates. Vous vous souvenez de l'explosion à Beyrouth? Oui, oui. La seule chose qui a arrêté ces drones, c'était les bouées anti-pollution. Ces longues bouées qu'on déploie en cas de déversement de pétrole, puisque le pétrole est plus léger que l'eau et flotte à la surface. Ils en avaient installé près du dépôt de stockage, juste au cas où, par précaution. Et l'un de ces drones s'est retrouvé coincé dedans. Heureusement, avant qu'ils puissent les faire exploser, des gens sont arrivés et ont commencé à filmer la scène. Parce que si ces drones avaient explosé, on n'aurait retrouvé aucun débris permettant de prouver qu'ils étaient ukrainiens. C'était encore une opération sous faux drapeau qui aurait pu tuer la moitié de la ville de Constanța. Un massacre destiné à pousser la Roumanie à entrer en guerre et à entraîner l'OTAN dans le conflit. L'Ukraine et les 3 organisations terroristes, la CIA, le MI6 et le Mossad, sont hors de contrôle, totalement hors de contrôle. Mais maintenant, selon vous, comment la Russie va-t-elle vraiment réagir à ça? Parce que, vous savez, si la Russie ne fait rien, alors ses tactiques terroristes finiront par l'épuiser. Et si la Russie décide d'attaquer un territoire de l'OTAN, où ses installations ou certaines pièces de ses drones sont fabriquées, alors elle gagne aussi, parce qu'elle obtient la grande guerre qu'elle veut. C'est vraiment une manière très très malsaine d'escalader le conflit, ou plutôt de fermer toutes les portes à toute possibilité de désescalade. Oui, oui. Vous savez, moi je préfère la guerre conventionnelle. On gagnera la guerre conventionnelle parce que l'alternative c'est la guerre nucléaire. Et c'est aussi simple que ça. C'est la seule solution à 2 États, si on peut dire. Le premier c'est la guerre conventionnelle. Le second c'est la guerre nucléaire. Il n'y a pas d'autre issue. Mais les Européens sont soit trop psychopathes, soit complètement à côté de la plaque. Sauf les gens qui écoutent votre émission et d'autres émissions du même genre. Non, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Et je dois juste ajouter ceci. D'un côté, on a M. Karaganov dans l'émission de Glenn Diesen qui explique que son argument en faveur d'une frappe nucléaire limitée gagne maintenant en popularité, qu'il prend de l'ampleur en Russie. Il y a d'ailleurs eu un débat très intéressant récemment avec John Mearsheimer. Donc d'un côté, on a ça, et de l'autre, on a les Européens, complètement perdus. J'écoutais une émission à la télévision suisse, c'est encore une des rares que je peux suivre, et ils débattaient de la question morale de, vous savez, peut-être exporter des armes vers l'Ukraine. Les Suisses ne le font pas pour l'instant, mais il y a eu ce débat. Faut-il le faire ou pas? Est-ce moral ou non? Et pas une seule fois pendant 1 heure, ils n'ont envisagé l'argument suivant. Si la Suisse envoie des armes à l'Ukraine et que ces armes servent à tuer des Russes, alors peut-être que les Russes viendront arrêter la Suisse, ou au moins les installations où tout ça se fait. Cette idée n'a même pas été évoquée une seule fois. C'est à ce point-là que l'Europe, y compris la Suisse, a perdu toute capacité à penser la guerre dans un cadre réaliste. Et pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est un signe, une indication de jusqu'où nous sommes tombés, en Europe, dans un terrier vraiment malade. Et pour ça, Glenn a été mentionné par le ministre de la Défense, Thor Sandvik, le ministre de la Défense de Norvège, quand on lui a posé une question sur l'influence russe et sur ceux qui influencent cette influence en Norvège. Il a carrément répondu
Eh bien, le professeur Glenn Diesen. Donc maintenant, Glenn a été désigné comme une menace directe pour le gouvernement norvégien, par le gouvernement norvégien lui-même, simplement pour avoir dit des choses évidentes, comme « nous sommes peut-être en guerre, est-ce vraiment qu'on veut faire ?» De notre côté, avec un mégaphone, autant qu'on peut en trouver, on ne cesse de prévenir. On ne marche pas en somnambule. On est bien réveillé et on avance droit vers une mare de sang. Notre propre sang, c'est ce que ce sera. Et ces gens-là, eux, pensent que tout ça, c'est de la propagande russe. Voilà jusqu'où cette psychose a déjà tordu les esprits, au point de les couper de l'évidence. Vous pourriez leur montrer un couteau, ils diraient que c'est une glace, et la lame, c'est de la folie. Le problème, encore une fois, avec la psychose de masse, ce que votre invité n'a pas, je ne me souviens plus du nom du professeur, c'était pas dans son analyse. Il faudrait que je lui parle un jour d'ailleurs. Ce qu'il n'a pas abordé, c'est comment on met fin à une psychose de masse. On ne peut pas la briser toute seule. Elle finit par s'atténuer quand la population vieillit ou se renouvelle. Si on regarde le gouvernement iranien, oui, il y a bien eu une psychose de masse au début du régime. Mais depuis, le gouvernement iranien s'est libéralisé. Je veux dire, quand des Américains disent « on va aller libérer leurs femmes en les bombardant, comme ça elles n'auront plus à se couvrir la tête », eh bien elles n'ont déjà plus besoin de se couvrir la tête. C'est devenu plus libéral. L'Union soviétique a connu la même chose. C'était un État radical qui utilisait la terreur d'État et la répression pour contrôler la population. Après la Seconde Guerre mondiale, ou même pendant la guerre, cette répression a beaucoup diminué. Et d'ailleurs, Staline a mis fin à toutes les campagnes contre l'Église, bien au contraire. Le mouvement des jeunes communistes, le Komsomol, a même été envoyé pour reconstruire des églises, y compris les cathédrales du patriarcat à Sergueïev Posad, qui ont été rebâties par les jeunes communistes en 1946-1947. La campagne contre l'Église a repris sous Khrouchtchev, mais c'était une campagne d'un autre genre. Ce n'était pas des goulags. Il n'y avait pas de camps de concentration, il y avait des goulags, des camps de travail, c'était une guerre de propagande. Et quand Khrouchtchev a été écarté par le Politburo, l'un des motifs de sa destitution, c'était la pression excessive sur l'Église. À partir de là, les choses ont commencé à s'adoucir, parce que la génération révolutionnaire avait disparu. La génération suivante a dit non, on n'en a plus besoin. Donc ces formations de masse, et je ne défends pas les nazis, soyons clairs. Mais si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, une génération ou deux plus tard, ils auraient fini par s'adoucir eux aussi, parce que toutes les organisations radicales finissent par le faire. Sinon, elles s'épuisent d'elles-mêmes jusqu'à disparaître. Mais sinon, si on ne veut pas attendre une ou deux générations pour que la psychose de masse commence à s'atténuer, et Dieu seul sait combien de victimes il y aurait eu avant que les nazis ne se calment un peu, ou, vous savez, quand on dit que Staline a tué autant, c'est un mensonge flagrant. Staline, non, je ne dis pas que c'était un ange, mais les goulags n'étaient pas des camps de concentration, c'étaient des camps de travail. Et ils étaient très différents les uns des autres, allant d'une brutalité extrême à quelque chose qui ressemblait à des campus universitaires. Solzhenitsyn, d'ailleurs, était dans un de ces campus. MiG et Sukhoi ont été créés à partir de deux goulags qui étaient justement des campus universitaires. Donc, c'était un système très varié. Mais au total, la purge a touché 3, peut-être 5 millions de personnes. Ce n'est pas rien. Mais si on compare ça à ce que faisaient les camps de concentration, Hitler avait mis en place un système pour 12 millions de personnes. Personne ne se souvient des 6 autres millions de gens dans ces camps.
On ne parle toujours que d'un seul groupe en particulier. Et puis il y a eu les massacres de masse en Union soviétique, les exécutions et les tueries en Grèce, en Yougoslavie et ailleurs. Le nombre de morts est colossal. Mais l'autre façon de briser cette psychose collective, c'est de briser le gouvernement. Parce que si on regarde tous ces Allemands farouchement anti-nazis aujourd'hui, dans la génération plus âgée, ils étaient tous dans les jeunesses hitlériennes. Tous. Et c'est seulement quand le régime nazi s'est effondré qu'ils se sont réveillés. Vous savez, l'Occident a fait quelque chose d'extrêmement dangereux. Il a établi le précédent, selon lequel, si on n'aime pas le chef d'État d'un autre pays, on peut simplement aller l'éliminer. Ce genre d'accord tacite, cette règle non écrite, selon laquelle on ne s'en prend pas aux dirigeants des autres, ça c'est fini, non? Et vous pensez que maintenant, en Russie, au Kremlin, Nasathan Pergap de Gdevonte Grazu, de Mieskap des de décapitalo, Allemagne occidentale. Bien sûr. Écoutez, vous savez pourquoi les gens signent la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre? Ce n'est pas parce qu'ils sont humains. Ce n'est pas parce qu'ils se disent « Oh, je veux bien traiter les prisonniers de mon ennemi ». Non, c'est parce que les deux camps y trouvent leur intérêt. Exactement. Si cet intérêt disparaît, plus personne ne respectera ces règles. Exactement. Le but, ce n'est pas forcément d'être humain avec les prisonniers de guerre. Ou peut-être que si. Les Russes ont parfois cette tendance un peu naïve. On ne fait pas partie de la culture du jardin, on vient de la jungle. Et pourtant, on ne tire pas sur ceux qui se rendent. Oui, mais au fond, la vraie raison pour laquelle la plupart des pays signent, c'est pour que leurs propres prisonniers ne soient pas abattus ou envoyés marcher sur des champs de mines ou des choses de ce genre. Donc oui, bien sûr, chacun y trouve son compte. So yes, absolutely, they get something out of it. Why do you do not murder foreign leaders? So you don't get murdered. It's a give and take. I won't kill you, and I won't target your foreign leadership, so you don't target my my leadership. And the West, in its absolute childlike ignorance, has actually gone and said, well, led by the Americans, of course, because I would say probably the last two adults that ran America were Reagan and Papa Bush, as far as that is maybe so some people to swallow, but they were the last two adults in the room. Everybody since then have been ever more degrading, childlike actors. I mean, look, Reagan, when Reagan saw two things that are interesting about Reagan. The Israelis went into Lebanon, into Beirut. There was no Hezbollah at that point, by the way. À ce moment-là, d'ailleurs, il n'y avait pas encore le Hezbollah. On parle des années 80. Reagan a vu des photos d'enfants morts et il a été tellement choqué qu'il a appelé les Israéliens en leur disant « Sortez de là, tout de suite ». Et les Israéliens ont cédé et sont partis parce qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, leur relation avec les États-Unis était terminée. Donc, Reagan a forcé les Israéliens à quitter Beyrouth dans les années 80. Ensuite, le père Bush, lui, les a coupés parce qu'ils continuaient leurs opérations. Il leur a simplement coupé les livraisons. L'approvisionnement a repris sous Clinton. Et puis, Biden, entre guillemets, pour finir rapidement, Biden les a soi-disant coupés. En réalité, il a juste bloqué un envoi pour l'image, mais il les avait tellement approvisionnés à l'avance que ça n'a rien changé. Et après, tout a repris comme avant. Utilisons ça comme transition pour parler un peu de ce qu'on a vu avec l'Iran et en fait du fait que ce matin, hier, les Israéliens sont dans une sorte de crise de nerfs, comme j'en avais pas vu depuis un moment. Ils vont jusqu'à dire qu'ils coupent leur relation avec le Qatar, parce que le Qatar les a comparés à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ce qui en réalité est injuste envers l'Afrique du Sud de l'apartheid, puisqu'elle n'a jamais mis en œuvre un génocide à l'échelle de celui des Israéliens. Mais alors, est-ce qu'on assiste à un vrai changement dans cette relation,
Ou bien est-ce simplement la prochaine étape du grand théâtre qu'est la politique étrangère hégémonique des États-Unis? I'm tending toward the theater option. Je penche plutôt pour l'option du théâtre. On vient de faire une pause d'un quart d'heure pour prendre un café ou un verre de chardonnay, et maintenant on revient pour regarder le prochain acte. Concernant l'Afrique du Sud de l'apartheid, on peut dire ce qu'on veut, mais les Noirs, à cette époque, étaient des citoyens. Bien sûr, des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas accès aux ressources. Beaucoup ont même servi dans l'armée, mais ils restaient des citoyens. Et certains ont réussi à franchir les barrières, même si c'était rare. C'était des exceptions, oui, mais des exceptions quand même. Donc, ils avaient un certain nombre de droits inscrits dans la Constitution sud-africaine. Et peut-être que même sans pression extérieure, le système aurait fini par s'adoucir avec le temps. Comme tous les systèmes, au fond. Ils finissent toujours par tendre vers un équilibre, tôt ou tard. They tend to go to equilibrium sooner or later. Every system, no matter how radical it is, will over. Tout système, aussi radical soit-il, finit, au fil des générations, par tendre vers un certain équilibre. Parce que le radicalisme, sur le long terme, n'est tout simplement pas soutenable, quel que soit le gouvernement en place. Mais oui, ces gens-là, en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie, ne sont pas des citoyens. Ils n'ont aucun droit. On ne les traite pas comme des citoyens de seconde ou même de troisième zone, ni même comme des résidents sans citoyenneté. On les traite comme... Enfin, il suffit d'écouter ce que disent certains responsables du gouvernement israélien. Ce sont des animaux à détruire, des rats, des sous-hommes. C'est le même langage que celui qu'utilisaient les nazis contre leurs victimes et qu'une nouvelle génération emploie aujourd'hui contre les siennes. Et puis, il y a environ 30% de la population israélienne qui sont des juifs traditionnels, pour la plupart installés là bien avant la création d'Israël, et qui considèrent Israël comme une abomination, selon la vision juive traditionnelle. Les Juifs sont punis par Dieu et ne peuvent pas avoir leur propre gouvernement avant le retour du Messie. À ce moment-là, ils auront leur gouvernement. Tout ce qui vient avant est considéré comme un blasphème. Donc, comme ils le disent, nous étions là avant l'État d'Israël et nous serons là après l'État d'Israël. Et puis il y a les Israéliens progressistes, pas très nombreux, parce que la plupart des Israéliens progressistes sont devenus complètement fous après le 7 octobre. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont gardé la tête froide et qui disent non, c'est mal, c'est un massacre. Ça représente environ 30% de la population. Les 70% restants sont à des degrés divers devenus des fanatiques. Regardez, la principale critique adressée à Netanyahou, c'est qu'il n'en fait pas assez. Oui. Donc, juste pour finir cette idée, l'opposition est encore plus radicale que Netanyahou. Et Netanyahou est déjà sacrément radical. Donc au final, le choix c'est, est-ce que vous voulez les chemises brunes ou les chemises noires? Mais encore une fois, Israël ne pourrait pas faire tout ça sans le soutien total des États-Unis, avec tout cet argent, ces armes, la production et les chaînes d'approvisionnement. Et bien sûr, ça inclut aussi l'Europe, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres, sans oublier le partage de renseignements. En fait, tout ce qui est en train d'être fait ne pourrait pas exister sans cette forme d'intégration occidentale qui permet puis exécute un génocide. Et bien sûr, il y a aussi la guerre contre l'Iran. Or, l'Iran a trouvé une réponse. Et cette réponse est d'abord être capable d'encaisser. Ensuite, toujours pouvoir riposter contre des cibles de force équivalentes. Ces deux piliers ont réussi à forcer les Américains à signer un document qui, pour l'essentiel, ressemble à une déclaration de reddition. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment s'y tenir? C'est une autre question. Mais ils l'ont signé, et pour moi, ça veut dire quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu crois que ça va influencer la manière dont la Russie va avancer? Depuis le premier jour,
La Russie s'est appuyée là-dessus quand l'Iran a commencé à frapper des bases américaines. Et comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ne vont pas déclencher une guerre nucléaire contre l'Iran, qui d'ailleurs, selon plusieurs sources, pourrait désormais posséder l'arme nucléaire. Larry Johnson, Pepe Escobar, c'est pas qu'ils inventent quoi que ce soit, non. Ils répètent simplement ce qu'ils ont reçu d'un haut responsable pakistanais. Je connais bien Larry, on en a parlé ensemble. Ce responsable aurait obtenu l'information directement de l'Iran pour la transmettre aux Américains. Parce que vous savez, les Pakistanais sont un peu entre les deux. D'ailleurs, Vance, pour des raisons dites logistiques, ils ne sont pas encore allés rencontrer les Iraniens, alors qu'ils étaient censés l'avoir déjà fait. Maintenant, la Russie, Ils ont annoncé ce matin que c'était annulé. Ils ne viennent pas. eh bien, vous savez, les services de renseignement russes ont transmis, et ça a été publié dans quelques articles en Iran, ils ont transmis aux Iraniens que les Américains allaient simplement utiliser tout ça pour gagner du temps, se repositionner et se préparer à la prochaine attaque contre l'Iran. Personne n'a reculé. Tout ça, c'est du théâtre. C'est ce que je dis. L'entracte est terminé. On passe à l'acte suivant. Finissez ce qui reste de chardonnay et sortez le popcorn, parce que c'est pas fini. Mais, vous savez, j'ai une forte suspicion que, du moins en partie, ce protocole d'accord ou le fait que les États-Unis y aient apposé leur signature sous Donald Trump ait quelque chose à voir avec les États du Golfe. Les États du Golfe, à 2 reprises, on le sait, ont refusé que les États-Unis mènent d'autres attaques contre l'Iran. 2 fois. Et j'ai le sentiment que l'Arabie saoudite, le Qatar et Bahreïn ont peut-être dit aux États-Unis « Il faut que ça se termine par une forme d'accord. Sinon, nous allons annuler nos accords de base avec vous et vous demander de partir. » Et si cela s'était produit, ce serait encore pire que cet accord, parce que cela rendrait physiquement impossible pour les États-Unis de garder une influence militaire dans la région. C'est purement spéculatif, mais j'ai vraiment un fort pressentiment à ce sujet. S'ils agissaient de façon rationnelle, je dirais oui, s'ils étaient vraiment rationnels. Le problème, malheureusement, avec les Arabes en général, avec la plupart des pays arabes, c'est qu'ils sont achetés et payés et qu'ils sont soit sans colonne vertébrale, soit très hypocrites. Regardez, les Saoudiens, par exemple, ils ont dit un jour « On n'utilisera pas notre espace aérien ». Mais tout le monde a utilisé leur espace aérien. Ils ont dit « On ne participera pas ». Et pourtant, ils ont lancé des missiles. Les Koweïtiens aussi, évidemment, les Bahreïnis aussi, et les Qataris pareil. Je ne vais même pas parler des Émirats arabes unis, où le président, dans un pays qui n'est qu'une fédération de 7 Émirats, a grandi en jouant à Call of Duty et pense que la guerre, c'est comme Call of Duty. Désolé, mais il n'y a pas de bouton reset. Ces types ont été d'une duplicité extrême. Et puis, regardez simplement ce qu'ils font pour Israël. De grands discours, oui, mais en réalité, ils laissent d'autres Arabes se faire tuer sans aucune retenue. C'est même plutôt le contraire. En silence, ils soutiennent les Israéliens. Pourtant, si on écoute ce qu'on appelle le projet du Grand Israël, la moitié de l'Arabie saoudite, environ un tiers de l'Égypte, toute la Jordanie, toute la Syrie, pratiquement toute la Syrie, le Liban, tout ça serait censé revenir aux Israéliens sans les populations qui y vivent aujourd'hui, et avec en plus une bonne partie de l'Irak. Les Irakiens sont les seuls à avoir montré, et dans une certaine mesure les Libanais aussi, mais pas leur gouvernement, un peu de courage et d'attachement à des principes. Les Iraniens, bien sûr, ne sont pas des Arabes. En tant que Perses, ils ont une mentalité très différente, une mentalité façonnée par une civilisation vieille de 4000 ans. Donc vous voyez, je pense qu'on assiste au début d'un nouveau cycle avec les Américains. Franchement, pourquoi les Américains deviendraient-ils soudainement dignes de confiance? Ce sont les mêmes Américains qui, rappelons-le, ont attaqué et tué les mêmes personnes.
exactement les mêmes. Americans that, by the way, murdered and attacked the same people, the exact same people. Non, non, je ne dis pas qu'il faut faire confiance à cet accord, ni que les Iraniens font tout parfaitement. Ce qu'ils disent en gros, c'est « on a tous les moyens de vérifier, et s'ils ne respectent pas leurs engagements, on reviendra immédiatement en arrière ». Ils ne se font pas d'illusions, loin de là. Mais le fait est que Donald Trump a mis sa signature au bas de ce document, tu vois, et il l'a même cité à Versailles. Franchement, on ne peut pas faire plus clair. Enfin, ne t'inquiète pas, Trump n'avait aucune idée de ce que recitement voulait dire. Tu sais, l'histoire a toujours ce côté répétitif, plein d'ironie, des ironies partout où tu regardes. C'est truffé d'ironie. Mais bon, ils ont signé ce truc, donc ils devaient être vraiment en manque d'une ouverture, d'une pause. C'est le minimum qu'on puisse en conclure, non? Eh bien, écoutez, d'abord, les États-Unis sont presque à court de réserves. Oui, c'est assez incroyable pour les Américains, et ils devraient l'être. D'accord, vous êtes de retour. Oui, oui. Oui, tu m'as entendu? Oui, oui, oui. D'accord, on est de retour. Ils le sont. Oui, ils le sont. La différence entre l'approche américaine et l'approche chinoise. Vous connaissez l'histoire de la fourmi et de la cigale, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez? Les Chinois, c'est un peu comme dans la fable de la cigale et de la fourmi. Quand ils ont accumulé d'énormes réserves, tous les autres pays d'Asie de l'Est sont venus frapper à leur porte en disant « S'il vous plaît, donnez-nous un peu de vos réserves. » Et la fourmi chinoise a répondu « Désolé, monsieur la cigale, vous auriez dû mieux vous préparer pour l'hiver. Allez, partez maintenant. Au revoir. » Ces réserves sont pour la Chine. Les réserves chinoises, c'est pour la Chine. L'Amérique, en revanche, c'est une toute autre sorte de fourmi. Elle dit « Hey, qui a de l'argent? Je vous vends tout ce que vous voulez. Tant pis pour les autres fourmis de ma fourmilière, je suis prêt à tout donner à n'importe qui. » Parce que c'est ça, la logique du gouvernement américain. Les réserves américaines ne sont pas pour les Américains, elles sont pour tout le monde. Et du coup, les prix aux États-Unis continuent d'augmenter dans une certaine mesure. Mais ils ont quand même réussi à calmer un peu le marché boursier. Et c'est à peu près la seule chose qui compte pour Trump et pour les gens autour de lui, la plupart du temps. Mais il y a des élections qui approchent et la saison des déplacements est lancée. Et les prix d'ailleurs, quand Trump a signé, les prix sont tombés sous les $4, $3,429 en moyenne, mais en dessous de 4. Et ça, ce genre de prix, juste en dessous d'un chiffre rond, ça marche vraiment sur les gens, croyez-le ou non. C'est comme quand on voit $3,99, $3,97, et que les gens se disent « Ah oui, c'est moins de $4, moins de $5 ou moins de 5 euros, peu importe. » Et ça fonctionne sur la majorité des gens. Si vous avez déjà suivi des cours de marketing, c'est l'une des premières choses qu'on vous apprend, la psychologie humaine. Ils n'arrondissent pas. Ah, c'est en dessous de $5. Oui, genre 200 en dessous de 5. C'est $5, mais ça marche. Incroyablement, la mentalité humaine fonctionne vraiment comme ça. Donc Trump obtient cette petite victoire temporaire. Les gens se calment. Son taux d'approbation a même augmenté de 2 points. Mais encore une fois, tout ça c'est temporaire, parce que franchement, je pense que pour les Israéliens, c'est du pur théâtre. La classe des donateurs n'a pas disparu. Ils tiennent toujours Trump, comme on dit dans le Sud, bien fermement. Et lui, il ne va nulle part. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé dans le gouvernement américain? Rien n'a changé dans le gouvernement américain. Ce sont exactement les mêmes personnes, celles qui ont attaqué à plusieurs reprises des gens avec qui elles étaient en pleine négociation, qui ont assassiné leurs négociateurs, qui ont tué des civils en masse ou soutenu ceux qui l'ont fait,
comme l'été dernier. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les parties en présence ont changé? Non, aucune d'entre elles n'a changé. Ce sont les mêmes acteurs. Et tout à coup, ces mêmes acteurs seraient devenus dignes de confiance. Ils auraient eu une révélation? Non, pas du tout. Non, mais ce qui a changé, c'est qu'on est passé du 28 février avec des déclarations du genre « on va vous anéantir, vous allez soit vous rendre, soit mourir », à la signature d'un document disant « oui, nous respectons la souveraineté de chacun et nous verserons 300 milliards de dollars américains en réparation ». Franchement, c'est incroyable. C'est un vrai changement. Et ce changement est venu du fait que l'Iran a été capable de frapper tout ce qui, dans la région, était lié d'une manière ou d'une autre aux Américains. Alors je me demande si ça a un impact ou si, encore une fois, tout ça ne fait pas simplement partie de la mise en scène. Pascal, je vais malheureusement un peu calmer ton enthousiasme. Si tu as regardé mon dernier épisode avec Larry Johnson, on en enregistre un par semaine, Larry participait à une discussion de groupe avec plusieurs généraux et colonels américains, certains à la retraite, d'autres encore en service. Apparemment, beaucoup d'entre eux avaient très envie d'un grand affrontement avec la Russie parce qu'ils disaient « on peut battre les Russes ». Et aussi, on a gagné contre l'Iran. Beaucoup d'entre eux croient vraiment qu'ils ont gagné contre l'Iran. Ce sont pourtant des gens qui devraient savoir ou au moins comprendre. Mais en quoi ce serait une victoire? Franchement, on vit dans un univers parallèle ou quoi? De quelle couleur est le ciel? Regarde par la fenêtre. De quelle couleur est le ciel au-dessus de ta tête? Pour moi, il est bleu. Mais peut-être qu'en fait, pour eux, il est vert ou jaune. Je ne sais pas. En fait, la réalité que tu perçois, c'est la tienne, et toi seul la comprends. Cette réalité n'existe que pour toi. Chacun de nous a sa propre réalité, comme ton image de toi-même qui n'existe que dans ta tête. Tout le monde a une perception différente de toi, une vision différente. C'est ça la réalité humaine. Et apparemment, même la réalité de qui a gagné ou perdu est très différente selon les gens. On peut se convaincre de n'importe quoi. C'est ça la force de l'humanité. On peut tout rationaliser, tout justifier. Il y a même des gens qui croient encore que la Terre est plate, pour l'amour du ciel. Merci beaucoup, Stas. En fin d'entretien, on se retrouve clairement plongé dans le constructivisme. Tout est relatif et rien n'existe vraiment. Et finalement, Rick et Morty avaient raison sur ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Mon ami, il faut qu'on conclue, mais merci pour les réflexions que tu as partagées. Si les gens veulent te suivre, donne-nous tes chaînes, s'il te plaît. D'accord. Donc Substack, c'est Zmei Gorinich, un dragon à 3 têtes dans la mythologie slave. C'est le seul nom un peu stylé que j'ai réussi à trouver sur Substack et qui n'était pas déjà pris. T'as raison pour donner des noms aux choses. D'accord. Oui, je vois. Vas-y, fais-le. Veux un nom qui claque? Tout est déjà pris, d'accord. X, c'est Stanislav Skripivnik. Je n'ai pas pu mettre le nom en entier, alors voilà. Nous, les Russes, on aime bien les noms à rallonge. C'est comme ça qu'on apprend à lire et à écrire très tôt. Ensuite, il y a YouTube sous le nom de Miss Slavicsman, tout attaché, Slavic avec un K. Et sur Telegram, il y a 2 chaînes, Stas Segodnia Obratno, qui est en russe, et Stas Was There, qui est en anglais. Et oui, il y a quelques différences entre les deux, parce que tout ne passe pas forcément d'une langue à l'autre dans la traduction. Voilà. Je ferai de mon mieux pour penser à mettre tous ces liens dans la description juste en dessous. Si j'oublie, je m'en excuse d'avance. Stas Skripivnik. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.